Mes amis, bonjour. Vous tous qui appartenez à l'association Koinonia, je vous souhaite une sainte et heureuse année 2021. Nous sommes donc toujours dans le cadre de nos conférences dont le thème porte sur l'appel de la terre comme l'appel de Dieu, avec également toujours ces références bibliographiques autour de 4 ouvrages principaux, deux euh, émanant de Moltmann, ce grand théologien protestant, Dieu dans la création, et également Trinité, royaume de Dieu, un ouvrage plutôt d'un théologien orthodoxe, euh, Michel Maxime Heger, qui s'appelle La Terre comme soi-même, et puis un ouvrage plutôt scientifique de Patrice Debré, Les révolutions de la biologie et de la condition humaine. Nous sommes rendus en ce mois de janvier 2021 à notre 5e conférence dont le thème porte sur l'humain est-il le microcosme reflétant le sens de la nature. Je voudrais rappeler en introduction générale qu'au cours de nos 4 premières conférences, nous avons évoqué Dieu comme le principe du vivant, lequel a organisé une matière préexistante et s'est révélé dans le Christ Pantocrator, non comme le Tout-Puissant, mais comme le Tout-Aimant, dans l'horizon du mystère trinitaire qui est au cœur même de la réalité de tout le cosmos. Je résume en quelques mots ce qu'a déployé la réflexion de nos 4 dernières rencontres. Fort de toutes ces données, nous allons aujourd'hui revenir sur le lien existant entre l'humain, la terre et les cieux. Ce qui fait d'ailleurs écrire à Michel Maxime Heger dans son ouvrage La terre comme soi-même, je le cite, les pères de l'Église ont défini l'être humain comme microcosme et microthéos, l'enfant de la terre et des étoiles. Il porte en lui tous les règnes de l'univers autant qu'il en fait partie, contrairement à ce que le mot environnement laisse entendre. Il y a entre nous et le cosmos une relation d'interdépendance matérielle, psychologique, spirituelle. Une osmose dont le corps que nous sommes constitue le lieu d'expérience premier. Tout ce que nous faisons à la nature, nous le faisons à nous-mêmes et inversement. En même temps, enfant de Dieu à son image, l'être humain occupe une place à part dans la création. Il possède un intellect spirituel qui le rend capable de transcender la matière et de s'élever vers les hautes sphères de l'esprit. Il est donc par sa constitution un être frontière qui appartient à la terre et aux cieux. Fin de citation. Donc cet ouvrage, La Terre comme soi-même, la référence, on la trouve à la page 179. On peut donc parler incontestablement d'une interdépendance entre la réalité des étoiles et celle de la Terre et de nos propres corps. Cette interdépendance nous interroge alors sur notre propre responsabilité à l'égard de la nature, non seulement pour nous respecter nous-mêmes, mais encore pour respecter le divin qui se déploie dans ses lois fondamentales d'interaction, de communion. Cette interdépendance du corps du cosmos, de la Terre et de nos êtres singuliers doit nous amener à saisir toute la portée et l'importance de notre nécessaire engagement radical et réel au service de la création dans tous les règnes du vivant. C'est dire que nous sortons d'un anthropocentrisme naïf où l'on pourrait croire que tout est permis à l'humain, mais cela donne aussi une vision spirituelle à tout ce qui nous entoure et dont nous devons faire cas avec plus d'humilité. C'est ce dont parle la Bible quand le livre de la Genèse évoque la création comme le jardin de l'Éden que Dieu nous a confié. Mais que faisons-nous de cet Éden?
Que faisons-nous de ce jardin? Telle est la question à laquelle nous devons répondre. Premier point sur lequel je voudrais revenir, nous sommes des poussières d'étoiles. Des milliards d'étoiles existent, mais seules 3000 d'entre elles peuvent être observées à l'œil nu. Et encore moins une centaine à peine si l'on habite dans l'une de nos grandes villes. Ainsi, Fatoumata Kébé, qui est docteur en astronomie, estime dans son ouvrage La Lune est un roman que, je la cite, notre corps est formé de près de 97% d'éléments venant d'événements cosmiques. Nous sommes un ensemble de poussières d'étoiles. Fin de citation. Pour rappel, le corps humain est composé à 98% et demi de 6 éléments chimiques, d'hydrogène à 65%, d'oxygène, de carbone, d'azote, de calcium et de phosphore. La scientifique explique alors que, je la cite, nous sommes constitués de plein d'éléments chimiques et il s'avère que ces éléments chimiques, le beryllium, le carbone, l'oxygène, l'eau, nous donnent plus ou moins un élément qui nous compose. Et comme le dit l'astrophysicien Hubert Reeves, nous sommes des poussières d'étoiles. Fin de citation. Elle montre ainsi que les principaux éléments présents dans le corps humain sont liés à notre destinée cosmique. En effet, écrit-elle, je la cite, l'hydrogène vient du Big Bang, donc de la naissance de notre univers. L'oxygène vient d'une étoile jaune, une étoile semblable au Soleil. Le carbone, l'azote et le lithium sont issus de morts d'étoiles. Le bore et le beryllium de rayonnement cosmique. Par rapport à l'époque où Hubert Reeves a écrit son ouvrage Poussières d'étoiles en 1984, on a beaucoup plus de connaissances aujourd'hui et l'on peut donc détailler d'où vient chaque élément qui nous constitue. Ce qui conduit la scientifique à affirmer que, je la cite encore, nous sommes des êtres stellaires. Elle qui regrette que notre esprit ne soit pas plus habitué à voir un ciel étoilé. Il ressort de tout cela que l'univers est en nous. Cela signifie d'abord que nous sommes composés de parcelles de l'univers primordial. Tous les atomes d'hydrogène qui composent notre corps viennent du Big Bang originel qui a eu lieu il y a 13 milliards et demi d'années. Autrement dit, les briques constitutives qui nous composent ont été façonnées dans une sorte de soupe primitive de milliards de degrés à une époque où il n'y avait aucune étoile ni aucune galaxie dans le ciel. Et d'ailleurs, il n'y avait même pas de ciel, l'univers n'était qu'un plasma, un gaz brûlant en expansion. La séparation entre la Terre, en fait des milliards de galaxies, d'étoiles et de planètes, et le ciel, c'est-à-dire l'espace froid et presque vide qui les sépare, remonte à beaucoup plus tard, 380 millions d'années précisément. Auparavant, nos atomes d'hydrogène ont été fabriqués en moins de 3 minutes lors du fameux Big Bang initial. Et ils sont encore là, aujourd'hui, 13 milliards et demi d'années plus tard, autour de nous et en nous. Cette réalité factuelle devrait donc nous conduire à plus d'humilité dans notre rapport à la nature et nous donner une autre dynamique de vie plutôt que d'être toujours dans le combat contre quelque chose, contre quelqu'un. Tous nous sommes issus de la même réalité dans un même processus cosmique. Deuxième point, tout est en nous et nous sommes le visage de ce tout. Il ne s'agit pas de nous prendre pour Dieu ou pour des dieux,
Mais tout le créé se trouve en nous, en chacun de nous. Si l'on en revient à l'histoire des étoiles, on peut dire qu'elles sont en nous. Tous les atomes qui composent le corps humain, oxygène, carbone, calcium, magnésium, etc., proviennent du cœur des étoiles. Avant de s'assembler en molécules, puis en cellules, puis en organes et en un corps complet, il fut un temps où nos atomes ont vécu dans le sein d'une étoile. C'est au centre des étoiles que se forment tous les atomes de l'univers, hormis l'hydrogène qui vient en droite ligne du Big Bang. C'est dans cette fournaise que les atomes ont fusionné entre eux. Pendant des milliards d'années, les étoiles ont brillé en produisant des milliards d'atomes dans leur ventre brûlant. Puis un jour, certaines étoiles sont mortes. Les atomes qui les composaient se sont dispersés alors dans l'espace, et ce sont eux qui forment les éléments solides de l'univers, les métaux, les minéraux, l'eau, les êtres vivants, nous tous. Tous les atomes sont donc faits à partir d'éléments venus du cœur d'une étoile. Entendons cela, l'univers et les étoiles sont en nous, en chacun de nous. Mais si les étoiles sont en nous, les eaux des océans le sont également. Notre corps est composé à 65% d'eau. De l'eau qui vient des rivières, de l'eau qui vient des lacs, de l'eau qui vient des océans. Mais d'où vient cette eau? Comment sont nés les océans? Encore de l'espace. Une météorite s'est approchée de la Terre et elle était constituée de glace et de neige comme beaucoup de ses sœurs. Quand elle s'est approchée de la Terre, chauffée au contact de l'atmosphère, sa glace et sa neige ont fondu et les molécules d'eau sont tombées sur la Terre. Il y a eu de l'eau partout dans l'univers et toute l'eau de la Terre vient ainsi de l'espace. Au fil du temps, c'est une pluie de météorites glacées qui ont formé les océans et les mers, ce que la Bible décrit de façon très poétique dans le premier récit de la création, dans le livre de la Genèse. Mais on pourrait dire c'est toute l'histoire de la vie qui est en nous. La vie est née dans l'océan. La vie est née dans les océans. Et pendant 3 milliards d'années, elle y est restée. Puis des premiers organismes, des bactéries, des plantes, puis des animaux sont sortis des mers et ont colonisé peu à peu la Terre. La lignée des animaux terrestres date de à peine 600 millions d'années environ. Et nous autres, animaux terrestres, croyons avoir quitté notre océan primordial il y a déjà bien longtemps. Mais c'est faux. C'est archi faux. Nous restons d'ailleurs pour l'essentiel des animaux marins, à la seule différence près que nous transportons l'océan en nous. L'eau salée constitue 65% de notre organisme, mais comme une partie de cette eau s'évapore, environ 1,5 litre d'eau par jour, il nous faut reconstituer sans cesse nos réserves. Tous les jours, tous les humains, depuis toujours et pour toujours, devront boire, boire et boire encore. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi toutes les activités humaines se sont d'abord développées au bord de l'eau. Les anciens vivaient au bord des lacs et des rivières. Les premières grandes civilisations au Moyen-Orient, en Chine, en Inde, en Afrique, en Amérique, ont pris leur essor dans les bassins des grands fleuves. Et au XXIe siècle, nous croyons être émancipés de cette contrainte aquatique parce que nous avons construit des réseaux hydrauliques très perfectionnés qui amènent l'eau jusque chez nous. On ouvre un robinet, l'eau coule, voilà tout. C'est si facile qu'on en oublie notre dépendance. Et pourtant, en ce XXIe siècle, des guerres de l'eau menacent partout, car l'eau douce et potable commence à manquer par endroits.
avec en surcroît, nous le savons, une population mondiale qui, dans les années 70, s'est levée autour de 3,5 milliards d'habitants, mais qui avoisine désormais aujourd'hui les 8 milliards et risque d'augmenter à 9 milliards d'ici quelques décennies. À l'heure d'Internet, à l'heure des ordinateurs, des téléphones portables, nous restons d'abord tributaires de cet élément primordial de l'eau pour survivre. La longue histoire du vivant, celle des animaux marins, n'est pas derrière nous, elle est toujours en nous. Les étoiles, comme les océans, sont encore en nous. Je vais en arriver maintenant à mon troisième point, une interdépendance entre tous les règnes du vivant. Mais pour ne pas être coupé au milieu de la conférence, comme c'est le cas habituellement, je vais réserver les prochains points dans une deuxième partie enregistrée. Donc je vous invite à prendre la suite.